Et bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Objectif Gare, votre rendez-vous d'infos chaque soir du lundi au jeudi, 1 heure pour tout savoir sur l'actualité du Gard. Ce soir, notre invité, c'est l'adjoint à la sécurité de la ville de Nîmes, Richard Skiven, qui est avec nous. Bonsoir monsieur Skiven. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. On va bien évidemment parler tout de suite au début de l'émission des renforts de CRS et de la situation à Pissevin. D'accord. Coralie Mollaret est à mes côtés, notre journaliste politique. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel et bonsoir à tous. Tout va bien Coralie? Parfaitement Vous bien. étiez vous-même ce matin au marché De à Pissevin. oui. Et c'est le fait du jour demain matin sur Objectif Gare. Exactement. Dans quelques instants, on va accueillir Christian Bastide. Il est également avec nous, élu à la ville, à l'agglomération, conseiller départemental communiste au département du Gard. On a beaucoup de questions pour lui. Ça faisait un petit moment qu'il n'était pas venu dans notre émission. Deux sociétaires sont là ce soir, c'est Martine Tiberino et Béatrice Lexia. Bonsoir toutes les deux. à tous. Bonsoir. Tout va bien? Très bien. Quand on est là, tout va bien. Bon, Martine, ça a voyagé ce début de semaine. Oui, mais ça va. Beaucoup je suis revenue. d'activités. Voilà, Mais tout va bien. tout va bien. C'est pour après aller se reposer cet été. Oui. Et Béatrice, alors vous êtes venue avec un petit document, c'est les rencontres débats, l'eau pour qui, pourquoi. C'est samedi à 14h à Junas. C'est bien ça Béatrice? Exactement, c'est les rencontres des écologistes du Gard. Alors c'est un débat public pour débattre sur l'eau, un sujet d'actualité mais pas nouveau. Dans la deuxième partie de l'émission, on recevra le maire de Colia. C'est la première fois qu'il est sur notre plateau. On va parler avec lui des projets de la commune. Hein, Coralie? Oui, on a pas mal de exactement. questions pour Oui, le maire oui, de on a Colias. beaucoup de questions. On retrouvera le Club Info tout en images et Olivier Jalaguet sera là tout à l'heure à la fin de l'émission pour son humeur du club. Et puis entre-temps, on découvrira une nouvelle entreprise avec Nîmes Métropole. Ce soir, c'est l'entreprise Autrefois. Merci à tous d'être avec nous ce mercredi. On y va, générique. Allez, place tout de suite à la première interview du club. Rebonsoir, Richard Skiven. Merci à nouveau d'être avec nous. Ce soir, on le rappelle, vous êtes l'adjoint à la sécurité de la ville de Nîmes. Je donne la parole tout de suite à Coralie Mollaret qui va vous poser les premières questions. Bonsoir Monsieur Skiven. Bonsoir Coralie. Première question un peu cash. Oui. Est-ce que Pissevin c'est devenu une zone de non-droit? Je le pense. Je le pense puisque, vous le savez, hein, donc les agents qui travaillent à la médiathèque ne peuvent plus rentrer dans leur lieu de travail. Ils sont palpés, ils sont fouillés, ils sont contrôlés comme sur un checkpoint. Je pense que c'est inadmissible et je pense que le maire a fait une très bonne décision de fermer la médiathèque. Maintenant, écoutez, bien évidemment, les forces de sécurité, notamment la CRS 8, est sur place. On va attendre les résultats de leur travail. Oui, mais juste pour rester quand même sur le constat, ce matin on était au marché de Pissevin. Tout à l'heure, Corentin était dans la cité, dans la galerie Richard Wagner. Vous avez quand même une police municipale à la ville de Nîmes. Oui. Quelle remontée vous avez du terrain? Ben, le matin, tout va bien, jusqu'à 11h. Et au-delà de 11h, effectivement, les guetteurs prennent possession des lieux. Ils se mettent même sur le toit de la médiathèque, ils installent des fauteuils. Et puis, dès que les policiers arrivent, c'est une envolée de moineaux, bien évidemment, ils crient dans tous les sens. Le contact avec la population, elle est correcte. Sauf que, en termes de travail, je vais rebondir sur la médiathèque Marc Bernard, il était impossible pour eux de continuer dans ce sens. Et dans ce climat qui est, je veux dire, dramatique, gravissime. Et le maire a très bien fait de prendre cette décision, parce qu'il est quand même responsable, que l'on veuille ou pas, des agents de la collectivité. Et oui, parce qu'on le disait hier, hein, Coralie, parce qu'il est responsable s'il se passe un drame. Non, mais complètement. Avec un agent de la médiathèque, mais bien Marc sûr, Bernard. Admettons, s'il ne fermait pas, il y aurait eu un accident vraiment gravissime au préjudice d'un employé. Systématiquement, le maire aurait été responsable et les syndicats seraient venus effectivement à sa rencontre et l'auraient interpellé sur le sujet. Alors là, on voit les vidéos qui ont été tournées cet après-midi par Corentin. Il est le responsable de la police nationale Oui. du Gard qui a été interrogé. Il suivait donc les CRS et puis on a vu les tarifs de la drogue sur les murs de Richard Wagner de la galerie. Donc les CRS, ils vont rester combien de temps? Est-ce que vous saluez cette décision? Comment ça va se passer? Oui, Est-ce bien qu'ils sûr. seront là Non, mais toute la journée et même le soir et la nuit, puisque c'est là où il y a des troubles? Je salue effectivement cette décision parce que ça fait à de nombreuses reprises que le maire de Nîmes interpelle à la fois la Première ministre, quand elle a pris possession donc, de Matignon, le ministre de l'Intérieur, à plusieurs reprises, il a interpellé sur ce sujet, mais également la préfète. Donc ce n'est pas un sujet, si vous voulez, qui est nouveau. Donc on interpelle donc, les instances étatiques pour avoir des effectifs supplémentaires.
si on venait à signer le contrat de sécurité intégré, le maire a accepté de signer le contrat de sécurité intégré. Prochainement, j'espère que le ministre de l'Intérieur descendra pour qu'on puisse le signer. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le contrat de sécurité intégré, il y a le mot sécurité. Il y a d'autres thématiques, comme la population, la politique de la ville, l'éducation nationale, etc. Ça veut dire que si on venait à signer ce contrat de sécurité intégré, ça permettrait à la ville de Nîmes d'obtenir une UFM, une unité de force mobile supplémentaire, à demeure sur le territoire. Sauf que les dernières annonces, on ne pourra obtenir cette UFM qu'à l'issue des Jeux Olympiques 2024. Ça veut dire dans 14 mois. Pour vous, c'est donc, trop long. C'est trop loin. On ne va pas fermer la médiathèque pendant 14 mois, c'est impossible. Dans votre discours, qui est quand même un poil différent que celui du responsable de la police nationale, qui estime que Pissevin n'est pas une zone de non-droit, puisque la police y est quand même présente et mène des enquêtes, on a quand même le sentiment que vous rejetez le bébé à l'État, que c'est la faute de l'État. Sauf que je me suis rappelé de ce qui s'était passé en 2020 pendant la campagne municipale. Vous aviez promis la création d'un poste de police. C'est vous qui l'avez promis et oui, ça n'a pas été fait. Oui, donc c'est le maire de Nîmes qui l'avait promis, effectivement. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité? Non, absolument aussi pas. Dans cette situation? Il y a un poste qui existe au-dessus de la mairie annexe de Pissevin. Il y a des policiers municipaux qui existent là-bas. C'est pas ça que vous aviez promis. Mais c'est intéressant ce que vous pose comme question Coralie, parce que hier, sur ce plateau, je sais que vous avez suivi l'émission, parce qu'on a un petit peu échangé juste après, et je vous permettrai bien évidemment d'avoir un droit de réponse, en tout cas sur ce que vous avez entendu hier dans l'émission, mais sur Christophe Boissier, qui est le directeur de l'école Georges Bruguier du Chemin Bas d'Avignon. Il salue les initiatives de la ville de Nîmes qui a accompagné effectivement au moment où il a eu des difficultés. Mais il dit, il y a un commissariat au Chemin Bas d'Avignon. Et ça fonctionne. Oui, alors il y a beaucoup moins de problèmes. Et quand il en a besoin, dans les 5 minutes, ils sont là. La police municipale est une police municipale qui est sectorisée. On a des effectifs qui sont sectorisés sur l'Est, sur l'Ouest, également au centre. On a également des unités d'appui supplémentaires, jour. On a des VTTIS, on a des motos, on a la brigade environnement, on a également la brigade cynophile. Il faut savoir que les effectifs de la police municipale travaillent sur plusieurs créneaux, matin, après-midi, soir et nuit. Donc on parle de 170 policiers municipaux. D'ailleurs, vous avez réformé vous divisez par 4. Donc en termes de présentiel par vacation, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc des fois on me dit, Richard, arrête de recruter des policiers municipaux. Je pense qu'on en a besoin. Mais je peux dire que les policiers municipaux du secteur ouest, puisqu'on parle du secteur ouest de Pissevin, Val-de-Gour et Saint-Césaire, donc ils ont toute cette zone à réaliser en termes de mission et de fréquentation, ils sont présents sur le territoire. On ne dit pas que la ville de Nîmes ne fait rien en matière de sécurité. On vous dit juste qu'en 2020, vous aviez quand même promis l'ouverture de ce poste de police avec la police nationale. Est-ce que ce n'était pas une fausse promesse, est-ce que ça va arriver? Non, mais vous poserez la question à M. Sola, Jean-Pierre Sola, à qui on posera la question au maire, qui sera là lundi en direct. Voilà, on avait sollicité M. Sola, donc sur notamment les nouveaux édifices, bâtiments qui vont être bientôt sortir de terre, j'espère le plus rapidement possible, au niveau du quartier Pissevin. Et dans ces bâtiments, on voulait intégrer effectivement un commissariat de police. Donc jumelé police nationale, police municipale. Donc il y a eu certaines tensions avec les services de l'État en disant vous faites vous, c'est-à-dire que nous on fait, eux ne font rien. Donc c'est pas possible. Donc je pense que vous n'avez pas réussi à vous êtes entendre. encore. Non, voilà. Donc, il y a des compromis à trouver, mais c'est quelque chose qui va arriver. Voilà, donc probablement. On va donner la parole à nos sociétaires. Coralie a encore quelques questions à vous poser, mais juste avant, je vous propose de découvrir un témoignage, le témoignage qu'a recueilli Corentin Corgé cet après-midi dans le quartier Pissevin sur l'interview de Ouria, qui habite depuis 17 ans dans le quartier et qui a peur pour ses enfants. Je vous propose de découvrir ce témoignage. On réagit juste après et les sociétaires poseront leurs questions. Depuis que je suis là, je souhaite que de partir d'ici. C'est sûr que j'ai 2 garçons qui ne sortent pas de la maison. Déjà, les profs, ils le savent. Ils disent mère poule, mais je ne suis pas mère poule. Je surveille mes enfants. Ils ne sortent même pas la poubelle. C'est moi qui fais tout. Il a 17 ans, il n'a pas de copain, il n'a pas de copine. Il ne sort pas la poubelle parce que j'ai peur. Il a lycée, maison, il est enfermé dans sa chambre. Maintenant, même ça, ce n'est pas évident. Parce qu'il n'a pas une vie d'adolescent. Parce que je le protège trop. Moi, je trouve que protéger, au lieu qu'il se fasse là, où il se fait piquer, où il se fait, je sais pas moi, il se fait comme les autres. Il se fait entraîner parce que je suis une mère pas très protectrice par rapport aux environs. C'est des petits comme ça qui est en train de cagouler et toute la journée, ils sont en train de crier le. J'ai pas les moyens, c'est ça le problème. On n'a pas les moyens de tous partir, on n'a pas cette chance de partir.
Elle a beaucoup de courage, Ouria. Hein, Oui, oui, non, mais parce c'est que grave. s'exprimer comme Non, ça en plein jour, à oui, oui. visage découvert. Ah non, mais complètement. À côté des Non, mais jeunes. je la plains effectivement, et je plains également son enfant qui a 17 ans et qui ne peut pas non plus donc œuvrer comme un gamin classique de 17 ans, avoir des amis masculins ou féminins, donc, et de sortir au même titre que d'autres. Donc c'est vrai que c'est assez dramatique ce genre de. Allez, de Martine, situation. Oui. Béatrice, vos questions à notre invité Moi, Richard c'est- Skiven. c'est pas une question, c'est un constat. Je suis triste parce que moi, c'est mon quartier. Oui. Quand je suis arrivée en 62, mes parents ont acheté à Super Nîmes. Donc, Super Nîmes, c'est le bas. J'allais à Condorcet. J'ai passé mon permis à Nîmes-Ouest. Donc, c'est mon quartier. Et ce quartier, je l'ai vu se dégrader. Bien sûr. Ma maman l'a quitté en 2003. C'était chaud, hein, déjà. Les parkings, on ne pouvait plus y accéder. Alors, je pense que la mairie a mis tout en œuvre parce que je le suis, ce dossier, depuis des années. La mairie a mis tout en œuvre, mais je pense que dans toutes les villes moyennes, l'État a décidé de sacrifier un quartier. Et pour moi, c'est gangréné. Aujourd'hui, c'est gangréné. Je veux dire, moi, Non, je suis d'accord avec vous. j'étais agent immobilier, j'avais des biens que je gérais là-bas, je n'osais plus y aller, je n'osais plus faire mon métier. Donc, quand on a la peur au ventre et qu'on n'ose plus certain. aller dans un quartier et qu'on ne se sent pas rassuré, cette dame, je ne sais pas comment elle fait, Ah oui, parce bien que si son petit n'est pas influençable, elle arrivera à le sauver, mais si son petit est influençable, il va tomber dans la drogue comme les autres. Bien sûr. Voilà. Non, Donc mais c'était pas C'est pas une question, Non, mais c'est c'est un un constat. et je suis Que triste. vous Non, mais déplorez. moi, identiquement, je suis triste pour les habitants qui habitent sur place. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, c'est monté crescendo. Bon, je suis sur Nîmes donc, depuis 2020. Depuis 2002 exactement, donc j'ai travaillé dans la police nationale, et j'ai vu ce périmètre se dégrader. Je suis intervenu très régulièrement, interpeller des individus sur place. Mais c'est vrai que des checkpoints, le fait qu'il y ait un réseau de drogue aussi important à cet endroit, je ne l'avais pas connu. Mais je rebondis sur ce que Coralie me pose la question. Combien de temps les CRS vont rester? On ne le sait pas. Le problème, c'est jusqu'à quand ils vont être là. Et après, au-delà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on Vous n'avez continue pas à faire... d'indication On n'a pas des services d'indication. de l'État. Non, mais je pense, parce que je pense que... Est-ce que pour vous, c'est un coup de Monsieur com' Darmanin, c'est un... Alors, cet de la après-midi... part de l'État? Alors, je pense que cet après-midi, c'est un coup de com'. Parce que bon... D'ailleurs, il n'y avait personne de la ville de Nîmes. Ça nous a étonnés. Eh bien, exactement. Donc, nous, on s'est interrogé un petit peu sur le fait de cette campagne de com', puisque c'est quand même le maire de Nîmes qui est à l'origine de l'alerte, en quelque sorte, de ce problème à la médiathèque Marc Bernard. Suivi d'une agression d'un on n'a pas été journaliste fait. d'M6. Oui, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Le pauvre journaliste de M6. D'ailleurs, on donc a un tout petit peu l'impression que quand même M. Darmanin a surtout réagi au moment où il y a eu un journaliste Oui, oui, de chaîne nationale qui bon, s'est mais fait en tous les agresser. cas, peu importe. Allez, l'un avec l'autre, ça fait quelque chose. Ça a permis une solution. Béatrice, votre question à Richard Skiven, avant de monsieur, le libérer. Monsieur Skivan, vous avez dit quelque chose qui me fait halluciner. Vous me dites que les dispositifs complémentaires, vous ne pourriez l'avoir qu'après les JO 2024. Ah oui, mais bon, c'est pas mon Ça veut plaisir. dire, tout à fait, c'est pas contre vous, Oui, je oui. dis ça, c'est l'État. Ça veut dire que l'État est en train de dire, tant que les JO ne sont pas passés, on ne peut pas aider les communes qui nous le demandent avec des renforts supplémentaires. C'est bien ça ce que Non, qu'on vous a dit? C'est dans l'hypothèse où le maire de Nîmes venait à signer le contrat de sécurité intégré avec le ministre de l'Intérieur, la ville de Nîmes pourra profiter d'une UFM, d'une unité de force mobile, Oui. à demeure sur le territoire nîmois. Ça veut dire qu'on aura soit un escadron de gendarmerie, soit une compagnie républicaine de sécurité à demeure. Donc très important. Mais après Donc ça, les ça- JO 2024. Ah oui, mais ça, voilà. Et c'est pour ça que je m'interroge, si vous voulez, parce que bientôt, là, au mois de septembre, du 8 septembre jusqu'au 28 octobre, il y a la Coupe du Monde de Coupe rugby. du Monde, Donc, les forces mobiles de sécurité, juillet et août, à mon avis, il ne faut pas trop en entendre parler. Plus les Mais démissions. j'espère quand même, parce qu'à partir du moment où l'affaire de la médiathèque Marc Bernard a été très médiatisée, le ministre de l'Intérieur est au courant, le président de la République aussi, j'espère que si, réellement, la CRS 8 venait à partir sur d'autres cieux, j'espère qu'elle sera remplacée par une autre UFM. Je l'espère. On dit un mot sur l'émission d'hier, puisque M. Lorjas était dans cette émission. C'est le président du comité de quartier de Pissevin. Vous m'avez effectivement envoyé un message, puisque vous avez suivi l'émission. Vous vouliez rétablir, en tout cas, une réalité. La réalité de la présence policière sur le quartier Pissevin, notamment après 17h. Non, mais complètement. En fait, l'alerte au niveau donc la médiathèque Marc Bernard, on a été alerté au mois de novembre.
Et dès le mois de décembre, on a pris comme décision, avec le DG à la sécurité et bien évidemment avec le maire, de positionner des policiers municipaux tous les jours à 17h. Et tous les jours à 17h, les policiers municipaux étaient là pour que les agents de la médiathèque puissent sortir en toute sécurité. Premier point. Ensuite, bien évidemment, les policiers ont été agressés. 2 policiers ont été agressés par les individus qui étaient sur place. Donc j'ai de projectiles, des palettes de bois incendiées, des poubelles sur place, etc. Donc on a demandé à ce qu'un GPO soit réalisé. Donc un GPO, c'est un groupement partenarial opérationnel qui, en général, permet de traiter un dossier dans les délais les plus brefs. Sauf que les délais les plus brefs ont duré 6 mois. Donc, la police nationale et la police municipale se sont partagés cette mission de la sortie des agents à 17h, jusqu'à ce que, effectivement, depuis quelques semaines, les agents se font fouiller, palper, contrôler, filmer, insulter. Donc ça, c'est inadmissible. Coralie avait une dernière question, peut-être, sur la médiathèque, d'ailleurs. Oui, alors peut-être juste... Je vous en prie, Coralie. Ce qu'on a compris en substance dans votre discours, c'est que la signature du contrat de sécurité intégré est remise en cause. Non, absolument pas. Absolument pas, non, absolument pas. Vous comptez Donc, toujours le signer. Ah non, mais complètement. Le maire est tout à fait favorable à le signer. Donc effectivement, on attend le retour du ministre de l'Intérieur. Même si vous avez des moyens après les JO de 2024. Oui, mais ça, on travaille aussi pour le futur. On n'est pas là qu'à l'instant T. Bien Non, mais clair. bien évidemment, nous, on est contents. Absolument qu'une UFM soit demeure Et sur le est-ce que territoire cette du Mans. UFM, vous pensez qu'elle aura vraiment des résultats concrets sur Pissevin? Est-ce que les gens pourront vivre normalement? Mais je l'espère. Alors, le problème, c'est qu'il faut quadriller le terrain. À partir du moment où vous quadrillez le terrain, vous embêtez les dealers. Et si vous embêtez les dealers, bien évidemment, ils ne pourront pas vendre leur drogue. Du coup, Mais ça permet aussi au tout service d'enquête. Parce que quand on dit, voilà, c'est pas en 2-3 opérations qu'on va régler le problème. Pour faire tomber les réseaux. Il faut que c'est les ça. investigations soient réalisées, que ce soit aussi bien la sûreté départementale que la police judiciaire. Il faut observer, il faut identifier, il faut interpeller et traduire les individus devant la justice. Bien évidemment. Du coup, pour faire tomber le réseau, et ma dernière question qui est corollaire, Oui. quand est-ce que la médiathèque rouvrira? Parce qu'il y a quand même 2000 personnes qui étaient affiliées. Je sais. C'est très important pour le quartier, parce qu'en attendant, où est-ce que les enfants vont lire? Vous savez, la médiathèque en un an a énormément perdu. Sophie Roule le disait il y a très peu de temps. Il y a 4 classes qui sont venues depuis le début de l'année scolaire. 4 classes. Alors les chiffres que j'ai, c'est en 2018 quand vous l'avez rénové. Voilà. Donc, c'est affreux. Mais même les gens de quartier ne venaient pas. Donc là, il y a une déperdition en termes de public. Ne venez plus. Ne venez plus. Ne venez plus. Ne venez plus, oui. Ne venez plus. Donc, Voilà. On a une date de réouverture ou Non, pas encore? c'est la question que me posait ce matin le directeur de cabinet de la préfète. Si les conditions sont réunies en termes de sécurité pour que les agents de la collectivité puissent revenir sur site et travailler en toute sécurité, le maire, bien évidemment, il a dit dans son communiqué de presse... En attendant, pour l'instant, il y a un transfert, le matériel, notamment informatique, a été transféré pour des questions de Oui, donc sécurité. là-dessus, aussi. les services techniques ont certainement fait le nécessaire et les agents vont certainement retravailler dans d'autres directions. Monsieur Skiven, si vous êtes d'accord, on va vous garder encore Si vous voulez. 2-3 minutes. Ah, ça, y a aucun Parce qu'on va problème. accueillir notre deuxième invité, c'est Christian Bastide. On va le faire rentrer tout de suite en plateau. C'était pas prévu, mais il est là, en coulisses, monsieur Bastide, élu à la ville de Nîmes, à l'agglomération, conseiller départemental. Il connaît bien la problématique des quartiers. Et puis c'était important. Bonsoir, monsieur Bastide. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Monsieur Skiven, vous pouvez prendre l'autre micro qui est juste à côté, puisque c'est prévu. Ce canapé, il peut accueillir 2 personnes. Monsieur Bastide, merci beaucoup d'être là ce soir. Et puis, bien évidemment, vous avez entendu, vous étiez en coulisses, mais vous avez suivi les questions que nous avons posées à monsieur Skiven et puis la situation à Pissevin. Et je pense qu'avec Coralie, on avait bien envie de vous faire réagir sur la situation. Oui, donc bon, merci de cette invitation, cette rencontre de ce soir, votre émission. Tout d'abord, moi, je crois que, bien sûr, dans les réactions, c'est d'apporter, c'est ce que nous avons fait, que ce soit Vincent Mouget, moi-même, etc., notre soutien à la fois au personnel, bien sûr, de la médiathèque, et aux journalistes, parce que c'est dans ce pays, il faut qu'on puisse exercer son travail dans de bonnes conditions, bien évidemment, mais voilà, on n'a pas le droit de voir ce qui s'est passé. Ensuite, donc, moi, je suis un petit peu... en tout cas, j'ai une analyse différente. De aucune manière, je vais mettre de côté les vrais problèmes, les vraies problématiques qui existent. Pas que sur Pissevin, sur d'autres quartiers. Mais je considère que le quartier de Pissevin, on peut se rendre sur le quartier de Pissevin. On peut circuler dans ce quartier. Il y a des problèmes qui sont identifiés.
notamment les questions de la drogue. Enfin, pas tout le monde peut circuler, pardonnez-moi. Pas tout le monde. Les personnes qui sont identifiées par les guetteurs, après, qui se lèvent, pas tout le monde. Pas tout le monde peut-être peut circuler, mais ceci dit, c'est pas pas n'importe une quelle zone où on ne peut pas accéder. Moi, je regrette. C'est pas que une j'y zone vais. de non-droit, C'est pas une zone comme de l'a dit non-droit. M. Skiven Moi, c'est en mon- début de propos. En fait, C'est mon peut-être sens. que je me suis emballé. Ce que je veux dire, c'est que, on en a parlé juste avant avec Christian, l'État dans ce quartier, notamment, c'est un quartier QPV ou QRR, quartier de reconquête républicaine. Est-ce qu'on y est arrivé? Je ne pense pas. Donc je pense que c'est un échec. Voilà. Monsieur Bastide, vous partagez l'analyse que fait M. Skiven, l'adjoint à la sécurité de la ville de Nîmes? Ah, bien évidemment qu'il y a des choses qui ne vont pas, la preuve c'est la démonstration, mais ceci dit, une petite remarque. Aujourd'hui, la gestion elle est menée par la municipalité, c'est le 4e mandat de M. le maire, de M. Jean-Paul Fournier. Il ne découvre pas aujourd'hui les difficultés qui sont rencontrées dans ce quartier de Pissevin comme dans d'autres. C'est récurrent. Donc on ne peut pas faire... Bon, alors c'est sûr que c'est important de prendre des mesures. D'ailleurs, au passage, je souhaite que la médiathèque ouvre le plus rapidement possible, parce que je partage ce que vous avez indiqué tout à l'heure. La médiathèque, c'est la culture, c'est la lecture. Chaque fois qu'il y a des difficultés, ou on ferme, ou on empêche des salons par rapport à la culture. La culture, c'est un droit, c'est un accès, ça permet de développer justement son savoir. Donc les habitants, les élèves de ce quartier ont le droit d'avoir leur médiathèque. Oui. Bien évidemment, dans les meilleures conditions possibles. Mais ce Le que problème, vous c'est dites- que c'est les agents. Excusez-moi, allez-y. Non, mais ce que vous dites quand vous citez les 4 mandats de Jean-Paul Fournier, c'est que pour vous, la ville de Nîmes, elle a une part de responsabilité dans la situation? Et si oui, laquelle? L'État a sa part de responsabilité, bien sûr, la police nationale, etc. Chacun, je ne mets pas de côté les responsabilités de l'État, mais nous sommes sur le territoire de la ville de Nîmes, et la ville de Nîmes a aussi sa part de responsabilité. C'est pour ça que je disais, Mais qu'est-ce on que- ne découvre pas aujourd'hui ce qu'il se passe sur ce quartier-là. Non, mais Et même- puis la même solution que ce de soit fermeture. Madame la préfète Pardon. comme Madame la procureure, dans leurs articles, communiqués de presse, pensaient découvrir la réalité des choses. Non, c'est totalement faux. Jean-Paul Fournier, ça fait très longtemps qu'il est impliqué dans la sécurité mais la- des administrés nîmois et dans la sécurité des personnes et des biens. On le voit avec les caméras, l'augmentation de la police municipale. On fait tout pour. Donc on ne peut pas dire le contraire. D'ailleurs, la 169 médiathèque... policiers Voilà, municipaux aujourd'hui à Nîmes. Exactement. Donc la médiathèque, c'est un moment de diversification de la population. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous, Monsieur Bastide? Voilà, c'est ça la question. Bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas Par marché. rapport à la ville de Nîmes. Tout d'abord, pendant des années, on a réduit les médiateurs. Les médiateurs, c'est très important dans les quartiers, parce que c'est un lien entre les jeunes qui sont en difficulté, c'est un lien avec les habitants. Ce rôle-là, bien souvent, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Ce On que vous les a dites, c'est qu'il n'y enlevés. a Ils ont pas que été- des policiers on a municipaux et des réduit- caméras. Il y a autre On a chose. réduit le rôle de ces médiateurs comme on a réduit le rôle des services publics. Et je pense que Et les dans notre... médiateurs dans les transports en commun également, hein. Ils sont Oui. plus là. Donc je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir Il y a des médiateurs chez Tango, cette hein. réflexion. C'est-à-dire que, moi je vois bien, j'en croise sur les quartiers du Chemin Bas, sur le quartier de Pissevin, je connais le travail qu'ils font. Et eux-mêmes le disent, si on était plus nombreux, ça serait quand même, non pas plus facile, mais ça nous permettrait de rencontrer davantage de jeunes qui sont en difficulté, et bien souvent qui ont besoin d'avoir des échanges. Moi je ne pardonne pas les dealers, tout ça, je les combats, bien évidemment. qu'il faudrait Mais pas- ceci dit, Tiens, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire qui peuvent ramener un certain nombre de jeunes notamment. Monsieur Skiven. Tous les médiateurs actuellement qui sont rémunérés et recrutés par la préfecture, ils sont où? Dans les associations. Dans les associations. Mais d'abord, c'est bien qu'il y ait La des ville de associations. Et Nîmes- d'ailleurs, ils sont plus dans les bus parce qu'ils sont plus financés par l'État. Exactement. Donc, et la municipalité a combien de médiateurs, Christian? Mais- On en a 6. non, bien- On en a 6. C'est pour ça que les médiateurs. Pour le quartier ouest et 3 pour le quartier est. Mais il faut en créer davantage. Et c'est suffisant? Il faut en créer Enfin, davantage. d'accord. D'ailleurs, il faut avoir des Tu médiateurs connais- de la tu connais ville, la- des la- médiateurs de l'État. Et heureusement qu'il y a des médiateurs avec les associations. Parce qu'on parle beaucoup Oui, bon, du on parle rôle des associations, hein. de la Allez, police, etc. on donne la Mais parole les rapidement. associations ont un rôle important. Allez, pour boucler, nos sociétaires veulent réagir. D'abord, Béatrice. Ce que je regrette quand même, c'est que la solution de fermeture totale, c'est la plus radicale. Coralie le disait, et on lira son article demain, ce matin, elle était au marché de Pissevin qui a lieu tous les mercredis matins. Marché populaire, Elle nous le effectivement. confirmera, mais ça se passe très bien le matin. Et d'ailleurs, vous le disiez, pourquoi ne pas avoir envisagé, par exemple, de n'ouvrir que le matin, fermer à midi, plutôt que de fermer complètement cet espace culturel pour les Je pense que pour les enfants du quartier. Ça a été quand même le détonateur. Parce que si le maire ne prenait pas la décision de fermer la médiathèque, peut-être qu'on serait encore avec des agents sur place
encore les agents à se faire interpeller, invectiver, menacer, palper, fouiller. C'est impossible. Voire même avec des situations, comme ce que disait Abdel, des situations nettement plus graves. Et là-dessus, je vous rassure, le maire aurait pu en prendre, la responsabilité était largement engagée. Donc, c'est vrai que j'ai lu dans la presse que certains syndicats se sont immiscés sur cette décision prise par Jean-Paul Fournier, mais je pense que le rôle d'un syndicat, c'est quoi? C'est de protéger les agents. Donc c'est un peu contradictoire. Martine, un dernier mot pour clôturer. Je vais vous rappeler quelque chose, c'est que ce quartier, quand vous avez l'espace où il y a le marché, à droite, vous avez les tours, à gauche, vous avez Soleil Levant, ce ne sont que des propriétaires. Il n'y a pas de logements sociaux. Ces propriétaires qui avaient des biens ont laissé leurs biens complètement à l'abandon parce qu'ils ne sont plus dans la capacité de payer tous les dégâts. C'est-à-dire que tous les parkings ont été fermés. Donc ces gens-là, ils sont en pleine déshérence et du coup, ils laissent leurs appartements à louer à n'importe qui va payer les loyers. Ils ne payent plus leurs charges. Ils ne payent plus leurs charges, voilà. Donc ça, il faut le rappeler, on est sur vraiment des logements qui sont privés. Juste pour terminer, pour boucler, parce que je sais que le temps nous est compté, c'est intéressant ce que vous dites, parce que parallèlement à ce qui est en train de se passer, la situation qui est en train de s'aggraver, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le cadre de l'ANRU qui va être déversé sur ce quartier. Et dans le cadre des tours Wagner privées, la SPL fait un gros travail pour racheter, rénover et reloger. Mais pour autant, il y a quand même la criminalité, le trafic de drogue qui a augmenté. Donc il y a ce paradoxe-là. Ouais. Est-ce que ça va être pérenne ou est-ce que ça va s'arrêter? Puisque là, c'est vrai que les commerces ont été vidés. Est-ce que l'ANRU, peut-être pour prolonger ce que dit Coralie aussi, est-ce que l'ANRU est une des solutions ou pas pour arrêter ce trafic de drogue ou elle ne va faire que le déplacer? J'ai assisté donc lundi au COPIL du projet ANRU sur le quartier du chemin bas d'Avignon et du Clos d'Orville. Et du Clos d'Orville. Donc je pense que, comme ce que je disais, c'est un peu frustrant, nous élus. Depuis de nombreuses années, on parle de ce projet. On en est en 2023. Il y a quelques coups de pioche, il y a quelques bâtiments qui sont démolis. Mais pour l'instant, on ne voit rien sorti de terre. C'est vrai que c'est un peu frustrant et je me mets effectivement à la place des personnes qui habitent dans des quartiers que l'on dit sensibles, d'attendre effectivement que ces immeubles, ces nouvelles résidences sortent de terre. Merci beaucoup, Richard Schiven, d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. Vous êtes sursollicité en ce moment. On vous remercie d'être venu dans le club ce soir, adjoint à la sécurité de la ville de Nîmes. Dans quelques instants, c'est donc l'interview de Christian Bastide. On a beaucoup de questions à lui poser, hors du contexte, bien évidemment, de ce qui se passe à Pissevin. On en a beaucoup parlé en ce début d'émission, mais pour l'heure, en partenariat avec Nîmes Métropole, je vous propose de découvrir une nouvelle pépite du territoire. Ce soir, c'est l'entreprise Autrefois. Autrefois, c'est une entreprise artisanale avec des artisans qui fabriquent plein de produits issus de la biscuiterie, confiserie, épicerie fine. Nous fabriquons par exemple des biscuits sucrés, des biscuits salés aussi, des croquants aux amandes, avec toute une variété aussi de confiserie, c'est-à-dire du berlingot, du calisson, des olives en chocolat. Nous sommes fabricants de confitures également, de petites confitures à l'alcool. Nous avons actuellement 3 ateliers de fabrication, un réservé à la biscuiterie, un pour la confiserie et un autre sur lequel on fait les tartinables pour alimenter nos magasins qui se trouvent proches de la fabrique. Nous avons à peu près 2000 m² ici de surface avec 400 m² d'ateliers de fabrication qui sont répartis en 3 ateliers, plus une unité de conditionnement des produits que nous fabriquons. Il y a 8 personnes à la fabrication et une quinzaine de personnes qui s'occupent de la gestion de mes magasins et de la logistique pour réapprovisionner justement ces magasins. Nîmes Métropole a beaucoup d'atouts, notamment le fait d'être centralisé par rapport à nos magasins qui vont de Cassis à Carcassonne, puisqu'on a des magasins de partout en Provence, Aigues-Mortes, Uzès, Avignon, les Baux-de-Provence. Donc pour nous, c'est centralisé et ça nous permet de les approvisionner. Pour un chef d'entreprise qui souhaiterait s'installer, tout est proche. Ça peut être l'Espagne, même l'Italie, et l'accessibilité vers Lyon. Donc c'est centralisé par rapport à beaucoup de choses.
Allez, place tout de suite à la deuxième interview du club. Allez, rebonsoir Christian Bastide. Merci beaucoup d'être avec nous dans le club. Je vais donner tout de suite la parole à Coralie qui va vous poser les premières questions. Et vous avez droit ce soir à la question politiquement coquine. Alors non, puisque ça va durer encore longtemps sur les quartiers nîmois. Donc on en a parlé. Là, je vais plutôt vous parler sous et département. Le 30 juin, il y a une séance publique au conseil départemental. Alors, on peut le dire aux auditeurs, ils peuvent la regarder en direct ou ils peuvent se déplacer parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde quand même dans ces séances publiques, mis à part souvent vos agents. Et vous allez réajuster le budget. Et une fois n'est pas coutume, la taxe sur les transactions immobilières est en baisse. Est-ce que ça vous inquiète ? En tout cas, ça ne m'inquiète pas pour l'instant. Ce n'est pas l'objectif du département de réduire notamment cette taxe. Non, la taxe immobilière fait partie, je crois aussi, en tout cas du financement. Donc nous en sommes commerciaux. Je voudrais simplement indiquer que le département, un des objectifs de notre département, avec sa présidente, Françoise Laurent-Périgot, c'est justement de prendre toute notre place sur toutes les questions qui concernent le logement, l'habitat en général. On va en parler parce que vous êtes président de la nouvelle agence du logement. Mais la question sur la transaction immobilière, c'est que le département a toujours été assez dynamique. Les gens viennent, achètent, ils payent cette taxe à leur notaire et après, vous en est reversé une partie. De mémoire d'élu, quand on a interrogé certains élus de votre majorité, il n'y avait jamais eu de recul. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose quand même sur la santé immobilière de notre territoire ? Non, moi, j'ai pas franchement, c'est une question qu'on n'a pas, on ne sommes pas rentrés pleinement dedans. Donc, on va prendre le temps de le faire, bien sûr, par rapport à la question que vous posez. Je n'ai pas ce sentiment-là pour l'instant, c'est pour ça que je vous réponds de cette manière-là. Mais si c'était le cas, n'importe comment, je crois que dans cette majorité avec notre présidente, nous parlons de tout. Y compris des réajustements, nous sommes capables de revenir derrière quand il y a des choses qu'on s'aperçoit que finalement, ce n'était pas le bon choix, etc. Vous avez un exemple ? Je n'ai pas d'exemple précis, mais c'est en tout cas la volonté de notre département. Oui. Cette volonté-là, c'est on vote, nous sommes élus pour ça, c'est-à-dire nous avons une majorité, donc nous prenons des décisions, mais si nous nous apercevons que parfois il y a des décisions qui ne sont pas tout à fait ou qui ne correspondent pas tout à fait au choix espéré, nous sommes capables d'y revenir dessus. Au cours de cette séance publique, pour peut-être essayer de convaincre les auditeurs de vous regarder en direct le 30 juin, quelle autre décision sera prise ? Il va y avoir d'abord une DM qui va être importante, comme chaque année, mais c'est un moment... Ça, c'est la modification du budget. Voilà, donc c'est un moment où le département va investir davantage parce que nous avons des réalisations, et c'est un département qui, je crois, s'engage pour les habitants de notre département. Donc nous avons besoin de cette DM, et donc c'est pour ça que ça sort important le 30... On parle de l'agence départementale du logement de l'habitat, correct ? Oui, alors elle a été récemment créée. Quel est son objectif et en quoi elle va aider les Gardois dans leur démarche pour trouver un logement ? Alors il y a plusieurs démarches dans la DHL, donc... D'abord, c'était une volonté politique également de la présidente, mais c'était une volonté politique qui avait été portée au moment des élections, il y a 2 ans et demi. Donc, d'avoir un véritable outil qui soit mieux adapté aux attentes de nos habitants dans ce département. Je rappelle souvent que nous sommes quand même un département qui n'est pas riche, on se situe autour du 7e département le plus pauvre. Donc il y a beaucoup de précarité. Et il y a 75% de la population qui est accessible au logement social. 70% qui peut prétendre accéder à un logement social. Ça veut dire que là aussi les salaires sont bas, ça veut dire aussi qu'il manque du logement. Et donc ça ne veut pas dire qu'il y a 70% des familles qui font une demande pour accéder à un logement social. Oui, ça veut dire mais qu'elles peuvent y successivement, elles peuvent le faire. Donc c'est un outil qui doit permettre de travailler sur les questions, bien sûr, du logement, mais pas que. Il y a les questions aujourd'hui autour de l'environnement et notamment l'amélioration énergétique. Donc il y a le SLIM, par exemple. Et puis c'est un outil parce que nous travaillons aujourd'hui avec des associations qui jouent un rôle important, comme l'ADIL. Et si je cite l'ADIL, c'est que nous sommes aussi, on travaille pour éviter toutes les expulsions locatives. Parce qu'on sait très bien qu'une famille avec des enfants qui se retrouvent expulsés pour diverses raisons, des accidents, des parcours de la vie avec des accidents, mais c'est très difficile derrière pour les reloger. Donc, vaut mieux trouver
comment on va pouvoir accompagner ces familles-là à la fois épurer sa dette, mais pouvoir rester dans le logement. Mais qu'est-ce qui change? Si moi je cherche un logement social, en quoi cette agence, elle va être plus performante que ce qui existait avant? On rappelle qu'il y avait l'association pour le logement du Gard qui, entre parenthèses, connaissait quand même des difficultés financières. Et puis il y a les agents de l'habitat du département. Si moi je cherche un logement social, en quoi ça va être plus simple, plus rapide et plus efficace, cette nouvelle agence? Plus efficace. Oui, plus efficace. Vous avez raison d'ailleurs de parler d'efficacité parce qu'aujourd'hui, d'abord, vous avez parlé de l'ANRU tout à l'heure et vous avez bien fait, hein, parce que l'ANRU, il faut tout le temps rappeler, en tout cas pour Nîmes Métropole, il y a tous les partenaires, la ville de Nîmes, Nîmes Métropole bien évidemment, le département, la région et l'État. Et donc, tous ces partenaires-là sont concernés par les questions de l'ANRU. Et donc, l'agence aussi a un regard sur la question de l'ANRU puisque nous travaillons aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de la rénovation du quartier. Moi, je partage. Quartier de Pissevin, c'est moitié de logements sociaux, moitié, ce sont des propriétaires privés qu'il faut rénover aujourd'hui. Il y a l'ORCOD, il y a toutes ces questions-là. Et donc, la DHL a aussi ses ambitions de pouvoir être un partenaire qui va être associé dans toutes ces démarches-là. Mais c'est pas un guichet comme le demande Coralie, c'est pas un guichet où je peux venir déposer un dossier pas du tout, pour avoir un logement. Pas du tout. Nous accompagnons. C'est un intermédiaire par rapport à Habitat du Gard, un toit pour tous, etc. Et les élus. Et les élus également. Moi, personnellement, je m'adresse à la directrice de la DHL où j'ai des dossiers, des difficultés, des personnes handicapées. C'est ce que j'allais vous demander, parce que forcément, aujourd'hui, dans le contexte un peu dégradé économiquement, vous devez être sursollicité pour des demandes de logement. Comment faire en sorte de ne pas rentrer dans une forme de frustration avec les habitants? D'abord, la frustration, elle existe. Elle existe parce qu'il y a pas assez de logements sociaux, et à la fois dans ce département et à la fois sur la ville de Nîmes. Donc ça, c'est évident. Il y a des tas de personnes, on parlait de Pissevin, mais il y a des jeunes couples qui veulent partir du quartier avec des enfants, parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants connaissent ou en tout cas vivent ce qu'ils ont peut-être vécu à travers diverses difficultés. Mais ils sont dans l'incapacité de trouver un logement parce qu'aujourd'hui, la question de l'ANRU, c'est bien, on va démolir, on a commencé, on va continuer. Et d'ailleurs, les bailleurs sociaux sont concernés, notamment Habitat du Gard. Mais qui dit démolir, dit il faut aussi reloger les personnes qui sont bien évidemment dans ces logements-là. Donc, quand il y a toute une démarche et ça prend du temps, ceci dit, ce sont des logements à moins pour ceux qui demandent des mutations. Aujourd'hui, dans ce département, il y a plus de 18 000 demandes de logements sociaux, de logements, 38 000, pardon, 38 000, c'est énorme. Et donc, quand on voit un petit peu le résultat sur les attributions de logements sociaux, il n'y en a pas tout à fait 4 000. Il y a quelques difficultés, effectivement, à répondre aux besoins de tous. Un dernier mot également, et je donne la parole à nos sociétaires qui ont des questions pour vous. Un mot sur la stratégie qui est adoptée depuis maintenant plusieurs mois par Habitat du Gard. On pourrait parler d'un toit pour tous, mais d'autres structures, effectivement, de gestion de logements sociaux qui envoient des courriers pour mettre la pression sur des locataires pour leur demander de prendre des logements plus petits alors qu'ils ont vécu toute leur vie dans ces logements et qui mettent la pression dans ce qu'on appelle la mobilité aujourd'hui locative. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes favorable à ces courriers un peu pressants? D'abord, je voudrais rappeler que concernant les bailleurs sociaux, rappelez-vous, il y a 3 ans, on leur a demandé la baisse des appels et donc ça a eu des conséquences pour l'ensemble des bailleurs sociaux. Quand je dis des conséquences, c'est qu'automatiquement, les bailleurs sociaux sont obligés de prendre sur leurs fonds propres, soit pour, bien sûr, aménager, rénover leur logement ou construire du logement neuf. Aujourd'hui, ils sont en difficulté pour ces raisons-là. Et l'État n'a pas l'intention de revenir en arrière. Donc, ça, c'est déjà un point. Deuxième point, aujourd'hui... Sur la question de la mobilité. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, comme depuis des années, nous n'avons pas construit de logements sociaux. Il manque de logements sociaux dans cette ville, mais pas que dans la ville, un petit peu de partout. Dans Nîmes Métropole, il y a des communes qui avaient fait des choix pendant un moment de ne pas construire de logements sociaux. Qui étaient carencés. Exactement.
Et aujourd'hui, ils sont rattrapés un petit peu par la patrouille. Mais est-ce que vous Ils sont comprenez obligés. des personnes, nos Donc, aînés, qui se automatique- retrouvent à devoir changer de logement Automatiquement, par obligation? des personnes seules qui vivent dans un P4, P5, le bailleur social, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde et dit, bon, mais peut-être que cette personne-là pourrait libérer son logement, et en le libérant, faire êtes accéder favorable? à des personnes qui sont avec 3 ou 4 enfants, accéder à une personne. Mais ceci dit, chez Habitat du Gard, je n'ai pas souvenance qu'il y ait des pressions de ce niveau-là. Il y a certainement des échanges. C'est pour On ça- commence à avoir c'est des pour ça qu'il y a- témoignages depuis c'est pour plusieurs ça qu'il y a des semaines antennes, de d'ailleurs, lecteurs qui nous permettent d'avoir alertent, ce relais-là. sur des courriers qu'ils reçoivent à leur domicile en leur précisant qu'il va falloir qu'ils changent de logement. Mais vous pouvez préciser Des différents bailleurs sociaux, il y a des courriers de plusieurs bailleurs sociaux. Allez, Martine, votre question à notre invité. Que vous allez être facilitateur de création de nouveaux logements? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit que le marché était tendu, il est plus que tendu. Je pense que les piles de dossiers sans tasse, quand on a son numéro de guichet unique, là, les gens ne trouvent pas de logement. Les bailleurs privés, il n'y a jamais eu autant de problèmes pour se loger dans notre département. Et est-ce que vous pensez qu'avec les problèmes environnementaux, c'est normal qu'on ne puisse pas construire où on veut. On avait reçu dernièrement ici quelqu'un au niveau, parce que les comités de quartier sont vent debout sur les nouvelles constructions. Mais est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir construire, y compris dans le secteur de Nîmes Métropole et dans la ville, de nouveaux logements? En tout cas, moi, je suis favorable pour la construction Et de vous logements travaillez main sociaux. dans la main avec, je parle pour la ville de Nîmes, avec M. Plantier? Ben, main dans la main, je ne vais Non, pas enfin, dire main qu'on dans la travaille main, main dans la main. oui. Ceci dit, il est certain que sur la ville de Nîmes et sur d'autres territoires, il manque du foncier. Et ça, c'est de la responsabilité de la ville de Nîmes. C'est-à-dire permettre aux bailleurs sociaux, je cite les bailleurs sociaux, de pouvoir accéder à du terrain, avec un achat, bien évidemment, mais que la ville soit disponible et qu'elle mette les moyens de pouvoir permettre d'accéder et d'avoir ce foncier-là, qui est indispensable. Indispensable. Béatrice, votre question à notre invité, Christian Bastide. Est-ce que cette nouvelle agence va avoir, vous l'avez dit, aujourd'hui on a un problème, c'est qu'on a, sur la ville de Nîmes, on a une concentration, il y a un manque de mixité sociale, on en a parlé sur Pisevin, il y a d'autres quartiers comme ça. Est-ce que cette agence va inciter à développer des logements sociaux sur d'autres villages pour justement faire un peu plus de mixité? Est-ce que c'est son rôle? Alors, c'est pas son rôle. La DHL n'a pas un rôle, elle, de... Donc, Parce c'est qu'on bien- a du c'est mal bien- à saisir son rôle, Non, en fait. non, Donc, mais- je cherche non, non, à mais connaître un peu c'est ses bien missions. Les maires, C'est pas moi qui l'ai dit pour une fois. C'est bien les maires Oui, qui ont le pouvoir de construire sur leur commune. Et c'est tout à fait normal Tout et à fait. logique. Et vous l'avez dit, certaines communes préfèrent payer des amendes plutôt que d'avoir des logements Oui, c'est un sociaux. peu moins le cas aujourd'hui. C'est un peu aujourd'hui, moins le cas, mais comme ça elles sont- reste quand elles ont même. été rattrapées Elles par la commencent à être patrouille. rattrapées. C'est pas qu'elles ont moins envie, mais elles commencent à Donc être rattrapées. aujourd'hui, elles commencent à... Certaines, je crois même, ont rattrapé le retard qu'elles avaient. Et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même dans les communes qui, pour diverses raisons, ne souhaitaient pas forcément d'avoir du logement social, en fait, aujourd'hui, ils se rendent compte que finalement, le logement social, ça permet la mixité sociale. Ça permet, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui viennent de la ville de Nîmes ou d'une autre commune, et en fait, ça se passe très bien. Mais sur la question de fond, quand même, la mixité sociale, elle ne peut réussir si à côté, il y a des gens qui travaillent. Complètement. Parce que aller dans un logement social et pas pouvoir se payer son loyer, ça pose problème. Donc il faut bien aussi, dans notre réflexion, la construction de logements sociaux, avoir aussi cette perspective-là, aujourd'hui, sur la question de l'emploi, sur la question de la mobilité. Puisqu'on parle de mobilité, il faut pouvoir se déplacer, il faut avoir des moyens de transport qui correspondent, etc. Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut avoir dans notre, je dirais, vision que nous devons avoir sur Nîmes Métropole. Merci, Monsieur Bastide. Deux dernières petites questions, des questions plus politiques avant de vous libérer. Coralie, je vous laisse la première et moi j'ai la deuxième. Tout à l'heure, on parlait de Julien Plantier, le premier adjoint de la ville de Nîmes. Il semble s'être rabiboché avec Franck Proust, le président de Nîmes Métropole. Est-ce que du coup, le fait que la droite nîmoise semble unie, ça ne crispe pas vos ambitions pour essayer d'emporter la ville aux prochaines municipales ?
Écoutez, d'abord, Béatrice dit non de la tête. moi, je ne suis pas dans les petits papiers de la droite, je ne sais pas comment ils se rencontrent, etc. Ils doivent le faire, c'est tout à fait normal. Ils ont les mêmes sensibilités politiques. Et n'importe comment, par expérience, nous savons très bien que pour des élections, ils peuvent se détester, mais quand approche l'échéance, Ils arrivent à sont se capables unir, de contrairement se à la mettre gauche. ensemble. Ça, c'est une réalité. Ceci dit, aujourd'hui, je crois que nous entendons beaucoup de personnes de sensibilités différentes qui nous disent il faut qu'on tourne la page et sur Nîmes et sur la métropole. Ça veut dire quoi tourner la page? Ça veut dire que ce que nous sommes en train de construire avec Vincent Mouget, qui d'abord a réussi à rassembler, rappelez-vous, il y a 3 ans, la gauche, nous voulons aller beaucoup plus loin dans ce rassemblement-là, mais ça veut dire qu'il y a des possibilités, il y a des perspectives qui existent. C'est ça qui est l'enjeu, il est là-dessus. Et le mécontentement, il est profond. Il n'y a pas que les questions d'insécurité, il n'y a pas que des questions de logement, si elle le compte, mais il y a aussi toutes les questions qu'on voit bien, parce qu'elles touchent le national. On parle de l'emploi, des salaires, des questions de retraite, etc., etc. Il y a un fort mécontentement qui existe. Au passage, d'ailleurs, je voulais vous rappeler que sur le quartier de Pissevin, si mes souvenirs sont exacts, il y a très longtemps qu'il y a eu une association qui s'était créée et qui demandait, il y avait eu, je me rappelle à l'époque, énormément de signatures, la création d'un poste de police ouvert jour et nuit sur le quartier de Val-de-Gour et sur le quartier de Pissevin. Un dernier mot sur Nîmes Métropole, puisque vous en parliez à l'instant. Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez de mieux que Franck Proust aujourd'hui? Et est-ce que vous saluez aussi les initiatives qu'il prend en matière de développement économique? Alors d'abord, je suis dans l'opposition, comme mes collègues de gauche, à Nîmes Métropole. Je vous demande, vous êtes sur Objectif Gare, nous avons une critique objective. Nous avons bien évidemment une visée sur ce que pourrait être demain la métropole. On dit la métropole, Nîmes, en tout cas, c'est une grande agglomération. Hein. Il y a plus de 250 000 habitants, mais... Non, mais qu'est-ce que vous feriez de mieux sur le développement économique, je vous parle? D'abord, ce qu'il y a d'important, c'est de recréer et de créer ce dialogue social, qu'il soit avec les organisations syndicales, avec les associations, les clubs sportifs, et notamment féminins, c'est important. Parce qu'il y a des moyens financiers qui existent, ces moyens-là, ce sont des choix politiques en fait. On a des choix... Comme au département du Gard d'ailleurs. Soit pour telle structure et non pas pour une autre structure. Donc ça, je crois qu'il faut recréer tout ce lien-là. On a besoin de beaucoup se parler. Mais je vous parlais et sur la le question développement de la économique. citoyenneté est très importante. On vous parlait du développement économique. C'est plutôt le développement économique, bien du évidemment. coup, la compétence. Mais sur le développement économique, quand même, jusqu'à preuve du contraire, les choix qui sont faits au niveau de Nîmes Métropole, notamment sur des choix qui ont été faits sous la direction de son ancien président, qui sont continués avec le président actuel. Mania Porta, par exemple. Quand même, ce sont des millions qui sont injectés, qui sont perdus. Parce qu'au bout du compte, c'est bien beau d'avoir la compétence économique. Mais qui dit compétence économique, il faut avoir des résultats. Personnellement, les résultats, nous ne les avons pas. Et je ne vais même pas rentrer dans le débat de la gare, du pont du Gard. Est-ce qu'il ne faut pas du temps pour avoir ces résultats? Écoutez, du temps, nous en avions. Il ne fallait peut-être pas se précipiter pour faire cette gare. D'accord. On va arrêter là. C'est dommage, parce qu'on allez, rapidement, le maire de Colias nous attend, en Coralie. Plus, Béatrice est là. Comment vous allez faire pour vous en sortir de ce contournement de Nîmes-Ouest? Puisque les écologistes qui font partie de votre majorité au département sont contre. Dites-le à Béatrice, elle est là. Alors, attendez, d'abord, c'est pas le... Et après, on passera au débat. C'est pas les trois casquettes. Il n'y a pas de débat. C'est pas le débat. En retard. Pour le moment, le département n'a rien voté pour ce projet, donc non, voilà. Attends, si. Le département, il a voté une enveloppe dans le cadre du schéma des mobilités pour être alloué au projet d'infrastructure. Et il a écrit le contournement de Nîmes-Ouest. Ils sont à l'étude. Martine, on va y aller. Oui, on s'en va. Allez, c'est Coralie. Et nous Elle est sommes partie sur le contournement. du contournement de Nîmes-Ouest. Merci beaucoup, Monsieur Bastide, d'avoir été avec nous ce soir. On était ravis. Ça faisait un moment que vous n'avez pas vu sur le plateau. On était ravis que vous soyez là. Et moi aussi, ça me fait plaisir. Vous aurez l'occasion de revenir. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Dans quelques instants, je le disais, Coralie, c'est Jonathan Pire qui va nous rejoindre. C'est le maire de Colias. On est ravis de l'accueillir. Mais pour l'heure, place au Club Info, tout en images.
On débute à Nîmes avec une importante opération de police menée cet après-midi dans le quartier de Pissevin. 70 agents venus de Paris sont arrivés en renfort ce mercredi et vont rester plusieurs jours sur place. Quelques interpellations mais pas de coup de filet. Des moyens supplémentaires provisoires obtenus après la décision de la ville de Nîmes de fermer la médiathèque Marc Bernard à cause des menaces des trafiquants auprès des agents et l'agression d'un journaliste de M6. Toujours à Nîmes, retentissement du côté du Parnasse avec l'annonce ce matin de la démission de Lubomir Vranjes, le coach de l'USAM. Officiellement, le coach suédois a évoqué arrêter pour des raisons personnelles alors qu'il lui restait 3 ans de contrat à Nîmes. Dans la foulée, on a appris sa signature en tant que directeur sportif du côté de Flensburg, un club allemand que Vranjes connaît bien pour y avoir été joueur et entraîneur. Le meilleur entraîneur du monde en 2014 ne sera donc resté qu'un an à Nîmes et n'aura pas permis à l'USAM de retrouver l'Europe. On termine à Aramon où la cheminée fait de la résistance. Un événement inattendu a marqué l'abattage de la cheminée de la centrale thermique d'EDF. Alors que tout était prévu pour que l'édifice s'effondre entièrement, l'opération ne s'est déroulée qu'à moitié, laissant une partie de la cheminée résister à la puissance des explosifs. Les experts se penchent désormais sur cette anomalie pour comprendre les raisons de cet échec surprenant. En conséquence de cet échec partiel, il a été décidé qu'un second abattage devra être effectué. Allez, place tout de suite au 3e invité du club. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Jonathan Pire, si c'est bien ça, d'être avec nous. Vous êtes le maire de Colias. C'est la première fois que vous venez dans notre émission. Oui, tout à fait, oui. Et on est ravis de vous accueillir parce qu'avec Coralie, on aime bien, tous les soirs, on essaye, c'est pas toujours le cas, mais d'avoir un maire d'une commune du Gard avec nous parce qu'on s'appelle Objectif Gard. Exactement. Je vais donner la parole à Coralie, elle va vous poser les premières questions et puis nos sociétaires ont peut-être des questions pour vous parce que Colias, l'été, l'émission est bientôt terminée. C'est des moments très sympas aussi. Moi, j'ai vendu. Vous avez vu ? Vous avez vendu déjà. Très bien introduit, je vous remercie pour votre invitation. Il peut faire votre politique de communication. Non, ça va, j'ai suffisamment de boulot. Alors, allez-y. Vous êtes un jeune maire. Est-ce que vous avez fait la fête avec les jeunes du festival électronique Son Libre ? Écoutez, Il y avait plus de 6000 personnes qui ont participé à ce festival sur Colias. Je vous remercie tout d'abord pour le compliment de la jeunesse. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de participer au festival du Son Libre, mais dans tous les cas, je vous remercie pour cette question puisqu'elle va me permettre d'aborder eh bien, cette manifestation et qui va me permettre donc de répondre notamment aux dires et aux informations qui ont été propagées par mon collègue maire de Cabrières. Parce que lui, il n'est pas fan de l'électro et pas fan du festival. Alors j'entends bien, mais là ça va me permettre de répondre. Après, ça ne me surprend qu'à moitié puisqu'il ne daigne pas participer aux réunions de travail puisqu'il est associé ces réunions de travail en amont du festival et en fin de festival. Je pensais qu'il y avait qu'à Nîmes qui avait le bordel, mais allez-y. Non, juste on peut rappeler parce que juste pour le maire de Cabrières, en fait, ce qu'il dit, c'est au-delà de l'électro, je ne sais pas s'il aime ou il n'aime pas, peu importe, c'est pas le débat, c'est que ça crée des nuisances sonores. Pour lui, il estime qu'il y a un risque incendie et qu'il y a une atteinte à l'environnement parce que c'est vrai que bon nombre de votre commune et du secteur, c'est en zone Natura 2000. Donc allez-y, répondez. Ma position, dans tous les cas, ça va me permettre de la rappeler, elle est inchangée depuis 2020. Je partage effectivement les inquiétudes de mon collègue maire sur le risque feu de forêt. Ça, c'est indéniable. Et sur le fait que le lieu ne soit pas nécessairement approprié pour la tenue de ce festival. Maintenant, comme je vous le dis, elle est inchangée. Pourquoi ? Puisque à notre arrivée, nous avons sollicité l'ensemble des services de l'État, la préfecture, le SDIS, les services de gendarmerie, l'ONF, le syndicat mixte des gorges du Gardon, qui me semble être beaucoup plus compétent dans ce domaine que moi ou mon collègue maire de Cabrières. Oui, c'est pas un festival sauvage, il faut le rappeler, parce que des fois ça peut être le cas, mais là vous avez les autorisations. Tout à fait, c'est un festival qui est encadré. D'ailleurs, on a travaillé sur des axes d'amélioration depuis 2020. La date du festival a été avancée, puisqu'auparavant, elle était au mois de juillet, et donc désormais elle est au mois de mai, justement pour faire écho à ce risque incendie. Ça, c'est le premier point. Et donc, comme je vous le disais, désormais, effectivement, j'émets un avis, mais qui ne fait que suivre les avis qui sont tous favorables, je le répète, de l'ensemble des services, et cela depuis 2 ans. Et qu'est-ce que ça apporte à votre territoire ? Alors,
Au niveau de la commune, comme je le disais, la date ayant été avancée, on a effectivement constaté l'année passée et cette année moins de retombées au niveau économique pour nos commerçants. Ça, c'est la première donnée. Et la suivante, parce que je rappelle quand même que le festival n'est pas nouveau. Il fêtait cette année sa dixième année. Eh bien, ils ont adopté un fonctionnement qui est différent avec des sites de restauration rapide sur site. Donc effectivement, les festivaliers désormais privilégient le fait de rester sur site. C'est dommage pour le territoire et pour l'économie locale. Alors, oui, c'est dommage. Maintenant, les organisateurs ont quand même eu la démarche de proposer à l'ensemble des commerçants de la commune de Colias, mais pas seulement, également à celle de Cabrières, Poulx, les Denons, enfin les communes voisines, la possibilité pour leurs commerçants de tenir un stand sur site. Coralie, on enchaîne parce que, bien évidemment, Colias, je le disais il y a quelques instants, c'est synonyme d'été. Martine, d'ailleurs, se prépare à y aller. Comment la commune va faire pour l'accueillir et accueillir les autres touristes ? Eh bien, écoutez, on l'espère au mieux et là aussi on a travaillé et je félicite là le travail qui a été fait par mon adjoint donc Numa Noël qui a travaillé effectivement sur l'accueil des visiteurs, la gestion des flux parce qu'il est vrai que sur la commune on manquait de places de stationnement, puisqu'on est une toute petite commune rurale, moins de 1200 habitants, mais c'est un chiffre qui est multiplié par 3, 4 ou 5 en saison estivale. Donc c'est une organisation, une gestion qui est bien différente. Donc on a travaillé sur ces places de stationnement, avec notamment sur cette année de la gratuité. On aura un peu plus de 100 places qui seront octroyées pour les visiteurs. Et ensuite, il est vrai, je vous disais, une gestion différente, et là aussi, notamment au risque incendie. Donc, dès l'année passée, on avait alerté les services de préfecture sur ce point-ci. Réunion de crise à laquelle j'avais associé l'ensemble des services. On avait travaillé donc, sur de la prévention, de la sensibilisation, puisqu'on avait eu un épisode malheureux en 2017. Oui. Martine, votre question au maire de Colias. Alors, Monsieur Pire, je ne vous connaissais pas. Je connais votre village parce que j'ai vendu des maisons là-bas. Et là, je vais faire ma Coralie Mollin. Ah bon? Eh ouais, parce Alors, Martine, Question coquine. Avant de venir... Elle veut se mettre à gauche. Habituellement, elle est bien à droite. Avant de venir, j'ai cherché qui vous étiez. Et donc, je suis tombée sur vos promesses électorales. Au nombre de 3. Vous allez me dire si vous avez pu les tenir. Mais vous n'aurez pas de mauvais points, je vous dis simplement. Vous aviez évoqué une baisse de l'enveloppe des indemnités des élus, qui était de l'ordre de 40 000 euros, et vous proposiez de la baisser pour financer d'autres projets. Alors, je vais vous répondre effectivement sur les engagements. C'est une bonne question, je vous en remercie. On a fin d'année. J'ai bien fait de venir. En fait. Merci. Fin d'année 2022, effectivement, nous étions déjà à 88%. Donc d'engagements tenus et qui avaient été pris donc, durant la campagne électorale. Et pour vous répondre donc, sur ce premier point, effectivement, j'avais pris l'engagement avec mes adjoints de réduire nos indemnités à hauteur de 40 000 euros. Et c'est donc un engagement qu'on a tenu. Bravo. Et qui nous a permis, par exemple, de financer la Maison de la Jeunesse. On aura peut-être l'occasion d'en parler par la suite. On va parler de la vos réponse projets. est oui. Deuxième, pas d'autres mandats. Là aussi, la réponse est oui, puisque... On pensait que l'appétit venait en mangeant. Non, pas du tout. C'est super. Je me suis effectivement... Il y a votre premier adjoint qui est en coulisses. Oui. J'ai fait le choix, effectivement, de me concentrer sur ce mandat de maire. Mais vous êtes jeune. Oui, je suis jeune, mais les 3 années qui viennent de s'écouler confirment un petit peu ce choix-là, parce que je constate que c'est une passion, j'allais dire, qui est chronophage, qui est très... c'est compliqué d'arriver à concilier son mandat de maire, sa profession et sa vie de famille. Donc voilà, je voulais vraiment me concentrer sur ma mission de maire. Et le troisième, alors vous pourriez partir avec M. Bastide, c'est la création d'habitations type logements sociaux. C'est pour ça qu'il écoute attentivement Christian Bastide tout à l'heure. Donc là, je ne vais pas vous répondre oui, mais c'est en cours. Voilà. Donc en fait, j'ai bien fait de venir. On a effectivement un projet de logements communaux qui est en cours et qui a un double intérêt, puisqu'en fait, on aimerait conserver l'ancienne mairie, qui fait partie donc, du patrimoine communal, qui abrite aujourd'hui
au rez-de-chaussée la bibliothèque donc, municipale. Et l'idée serait de se dire effectivement de pouvoir créer des logements dans ce bâtiment. Allez, Béatrice, votre question à notre invité. Alors moi, Colias, ça m'inspire le canoë-kayak sur le Gardon, mais cette année, le Gardon, il est bas. Qu'est-ce que vous envisagez ? Alors, qu'est-ce que j'envisage sur l'activité des canoës ? Ouais. Bon, là, écoutez, c'est quelque qu'il chose qui me dépasse. Je ne pense pas avoir de marge de manœuvre sur la location des canoës, mais j'ai eu l'occasion d'échanger cette semaine avec les services de préfecture sur ce point-là, parce qu'effectivement, je partage tout à fait votre inquiétude. Hein. On est sur une année exceptionnelle, avec un niveau d'eau qui est extrêmement bas. Et eh bien, on se pose effectivement des questions sur l'incidence que pourrait avoir l'activité des canoës sur, par exemple, la biodiversité. Une année exceptionnelle, mais qui ne sera plus exceptionnelle et qui est... nous, les écologistes, on en parle depuis très longtemps. Je suis assez d'accord. Alors, les écolos vont être contents de la question suivante de Coralie, puisque ça concerne le patrimoine naturel remarquable. Oui, exactement. Alors tout à l'heure, vous en avez un peu parlé. Alors, on rappelle quand même que Colias, c'est 2 sites Natura 2000, des espaces protégés, des zones naturelles d'intérêt écologique. Vous avez aussi le Gardon au bord duquel les touristes viennent. Tout à l'heure, vous avez parlé du risque incendie. Comment vous faites justement pour vous en prémunir ? Parce que c'est vrai qu'en 2017, 30 hectares avaient été brûlés à cause d'un barbecue sauvage. Vous avez des barbecues sauvages, vous ? Parce que forcément, le cadre s'y prête. Exactement. Alors la difficulté, effectivement, comme je vous le disais, la première des démarches qu'on a adoptées, donc, c'est de la sensibilisation, c'est de la prévention. Donc pour cela, eh bien, dès 2020, nous avons fait appel à un recrutement d'ASVP qui donc effectivement assure des gardes, des surveillants sur les berges du Gardon et donc sensibilise les personnes au risque feu. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, l'année dernière, nous avions fait une réunion de crise. J'avais alerté le sénateur Laurent Burgois, qui d'ailleurs a été nommé, me semble-t-il, à la commission mixte paritaire du Sénat. Ça tombe bien, il est en direct, il vous écoute. Parfait, alors je le salue. Et donc, on l'avait alerté sur cette problématique et il était donc intervenu dans l'hémicycle pour poser la question suivante sur la possibilité d'utilisation de drones. Parce que la difficulté, effectivement... Parce que je vous parlais du système des SVP, mais on a un dispositif qui est quand même assez complet. On a mis en place la brigade équestre, on a une brigade de VTT, une brigade à canoë, des brigades pédestres, bien évidemment, des services de gendarmerie, l'APIC. C'est une palette complète qui vous permet de exactement. Et cette année, petite nouveauté, grâce au syndicat mixte des Gorges du Gardon, on aura la mise à disposition de 2 services civiques, justement, qui seront aussi là pour de la prévention et de la sensibilisation. Si vous pouvez monter un tout petit peu votre micro, parce qu'on nous dit qu'on ne vous entend pas parfaitement. Juste 2 questions, Coralie, je vous redonne la parole. Mais on a des questions du coup de nos lecteurs et téléspectateurs qui regardent l'émission. On demande quel âge vous avez. Et quelle est votre profession, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, mais vous n'avez pas cité votre profession. Quel âge est-ce que vous me donnez ? Alors, je pense que vous avez moins de 40 ans. C'est gentil, hein. Je vais sur mes 41. Alors, voilà. Et votre profession, parce que du coup, ça intéresse les gens qui nous regardent. Alors, profession, j'ai une petite société d'import. Ça fait un peu moins de 20 ans que ça dure. Voilà. Mais je vous disais, difficile d'arriver à concilier, concilier les deux. Justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être maire ? Comment vous êtes tombé dans la tambouille politique ? Alors, comment je suis tombé dans la tambouille politique ? C'est l'amour de mon village, puisque je me suis présenté la première fois en 2001. J'avais à peine 18 ans. Donc voilà, j'ai toujours été très investi. J'ai toujours été également dans des associations. Donc je vous dirais, voilà, l'amour de mon village. En un mot sur vos projets, les priorités pour la deuxième partie de votre mandat, pour terminer. Alors, les projets pour la deuxième partie du mandat... Le premier, la priorité pour moi, on a un projet de microcentrale hydroélectrique, donc sur le seuil dit des machines. Alors il y a deux choses sur ce dossier-là. La première, c'est que ça nous a permis de sauvegarder donc, l'ouvrage du seuil. Et le second point, effectivement, c'est de se dire qu'à notre petite échelle communale, eh bien, on va pouvoir participer à l'effort national de transition énergétique. Donc ça, pour moi, c'est un dossier. Béatrice. C'est un dossier prioritaire. Le second, dans la même lignée, eh bien, on a également un projet global qui se composerait d'une centrale solaire, donc de panneaux photovoltaïques, et d'un hangar solaire pour nos services techniques. Et le troisième, qui, je l'espère, va sortir l'année prochaine, c'est la création d'un parc intergénérationnel.
Donc là, effectivement, on a profité de l'opportunité des Jeux Olympiques de l'année prochaine, puisqu'on a bénéficié d'un accompagnement financier très important de l'ANS, de l'Agence nationale du sport. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le maire de Colias, d'avoir été avec nous. Jonathan Pierre, on était ravis de vous avoir avec nous. On vous garde encore quelques minutes. Très bien. On arrive presque au bout de cette émission, puisque Merci. c'est Olivier Jalaguet qui va nous rejoindre dans quelques instants pour son humeur du club. On a la météo aussi. Je voulais juste saluer Coralie, la remercier d'avoir été avec moi ce soir. À demain. Eh bien, demain, Coralie. Oui. Parce qu'on a Même encore heure, une même émission endroit. demain. Et après, on va se préparer, parce que dimanche, on a quelque chose. Hein. Voilà, exactement. On en parlera J'ai demain. commencé à faire les questions. On en parlera verra pour demain. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a le maire de Nîmes lundi en direct de l'émission. J'ai bien compris. Non, je sais pas, il y avait des élus qui venaient plus, puis d'un coup, le maire de c'est Nîmes bien. revient lundi. C'est comme le vent, ça tourne. Et c'est un peu ça. Ça s'en va et ça s'en va. C'est la politique. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle une chanson de Claude François. Bon, c'est pas grave. Allons-y, c'est la météo de demain, jeudi. Quel temps dans le département avec Météo Gare? Quelques éléments en images. Et Olivier Jalaguet. Bonsoir à tous. Ce jeudi, la météo sera similaire à celle d'aujourd'hui puisque le soleil continuera d'alterner avec les passages nuageux en matinée. Et puis l'après-midi, les éclaircies seront bien plus généreuses. On notera quelques développements nuageux en Cévennes et la présence d'un vent de sud à sud-est assez faible. Côté température, il fera de 15 à 17 degrés en moyenne demain matin. L'après-midi, on attend 26 degrés au Vigan, 28 à Nîmes et jusqu'à 29 degrés à Bagnoles. Demain, nous fêterons les Médards. Bonne soirée les Gardois. Allez, place tout de suite à l'humeur du club. Bonsoir Olivier. Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde. Comment ça va Olivier? Très bien. Olivier, on va profiter d'une pirouette avant de démarrer votre humeur du club en précisant que vous êtes le référent gardois de David Lisnard qui sera dans le département demain à l'occasion du salon des maires du Gard. Monsieur le maire de Colias, est-ce que vous y serez demain à Alès pour le salon des maires? Malheureusement, mon agenda me le permettra pas, mais j'aurais bien aimé effectivement pouvoir y assister. Ce Alors, sera il certainement sera- l'année prochaine. Hein. Il sera à 13h30 sur Nîmes. Moi, pour j'y un café serai. politique. Ah, au café politique? Non, je serai au Salon des maires. Au salon des maires le matin. Voilà. Très bien. David Lisnard, on va rappeler bien évidemment qu'il est le président de l'association des maires de France maires de et France. maires de Cannes. On y va Olivier? On y va. c'est Allez, parti. ce soir en plus vous vouliez nous parler d'éducation. Oui, et de sexe aussi. Oula! Eh ouais, non, il faut attirer le chaland parce qu'on est en vous fin avez d'émission, raison. il faut les maintenir. Non, mais on est bien Donc, d'accord. Il faut faire du show. Allons-y. La légende prétend que lorsque Constantinople, en 1453, tomba aux mains des Turcs, les théologiens discutaient du sexe des anges. Eh bien, 6 siècles et demi plus tard, le français ne cesse de se consumer dans l'illettrisme pendant que certains organisent des dictées géantes pour faire entrer la France dans le Guinness de la supercherie. Nous l'avons vu ce dimanche, ils étaient plus de 5000 sur les Champs-Élysées à entretenir cette pseudo-illusion. Et d'autres, souvent les mêmes d'ailleurs, discutent non plus du sexe des anges, mais du sexe des mots. Mais hélas, ce n'est pas là une légende. Le sexe des mots est une querelle inutile qui découle du simple fait qu'il n'existe pas un français de genre neutre comme il en existe pour le grec, le latin, l'allemand. D'où ce résultat chez nous, quantité de noms, de fonctions, de métiers, de titres, sémantiquement neutres, sont grammaticalement féminins ou masculins. Leur genre n'a rien à voir avec le sexe de la personne qu'il concerne, laquelle peut être un homme ou une femme. Homme d'ailleurs s'emploie tantôt à la valeur neutre quand il signifie l'espèce humaine, tantôt la valeur masculine quand il désigne le mâle. Pas le mâle, le mâle. J'ai bien compris. Et confondre les deux relève d'une grande incompétence et aboutit à cette volonté imbécile de la féminisation du vocabulaire. Un humain de sexe masculin peut fort bien être une recrue, une star, une canaille, une andouille. Il y en a beaucoup. À l'inverse, un humain de sexe féminin peut être un mannequin, un tyran ou un génie. Il serait tout aussi absurde de laisser croire que les droits de l'homme soient exclusivement réservés aux hommes. Ces féminins et masculins sont purement grammaticaux, vous l'avez compris, nullement sexuels. On dit le garde des sceaux, même quand c'est une femme. À l'inverse, on dit une sentinelle, alors que presque tout le temps, c'est un homme. Tous ces termes sont sémantiquement neutres. Certains substantifs se féminisent naturellement. Une pianiste, une avocate, une chanteuse, une directrice, une actrice. Mais une dame ministresse, proviseuse, gardienne des sceaux, officière ou commandeuse de la Légion d'honneur. Mairesse. Oui, mairesse.
vous en conviendrez, ça nuit à l'esthétique et à la clarté. Il n'y a rien d'antiféminisme à penser cela. Un ambassadeur reste un ambassadeur, même quand c'est une femme, et il est aussi une excellence, même quand c'est un homme. Et en fait, toutes ces remarques sur la langue française, il y a déjà quelqu'un au XVIIe siècle qui avait un peu édicté des normes. C'est ça, Olivier ? Oui. L'usage, dans cette histoire-là, l'usage reste la règle. Une langue bouge de par le mariage de la logique et du tâtonnement. Et c'est Jean-François Revel qui a dit ça. Tout est le fruit de la lenteur des siècles et du tâtonnement. Et surtout pas de l'opportunisme des politiques. L'État n'a aucune légitimité pour décider du vocabulaire et de la grammaire. Qui plus est, selon moi, il tombe même, cet État, dans un abus de pouvoir quand il utilise l'école publique pour imposer des orientations à toute une jeunesse. Alors effectivement, il y a eu par le passé des gens comme Vaugelas qui ont édicté des normes. Mais Vaugelas n'était pas ministre. Ce n'était qu'un auteur dont chacun était libre de suivre ou pas les avis et les orientations. Il n'avait pas les moyens d'imposer ses lubies aux enfants. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il n'était pas Richelieu, lequel n'a d'ailleurs lui-même, Richelieu, jamais tranché personnellement des questions de langue. Faire avancer le féminin vous ne me démentirez pas, mesdames. Faire avancer le féminin en torturant la grand-mère, faute d'avoir fait davantage avancer la cause des femmes, est, à mon sens, une supercherie. Si notre gouvernement veut servir réellement le français, il ferait mieux de veiller d'abord à ce qu'on l'enseigne correctement en classe. Bon, après, vous êtes un peu sévère avec le gouvernement actuel, parce que tout ça, c'est quand même les gouvernements successifs qui sont rentrés dans cette logique. Oui, je vous l'accorde, mais c'est aussi lui qui est aux manettes depuis bientôt 7 ans. Enfin, tout de même, le classement PISA... Pas tout à fait le même ministre de l'Éducation. Ouais, enfin, c'est le même président qu'on a depuis 7 ans. C'est lui qui, est dans ce rôle de quinquennat, dirige les opérations, me semble-t-il. Concentrons-nous sur le classement PISA, le programme international pour le suivi des acquis. C'est une enquête menée auprès des pays de l'OCDE. Alors c'est élargi même à quelques pays partenaires. Cette enquête, elle est menée tous les 3 ans. Elle évalue les compétences de 600 000 élèves de 15 ans sur 3 domaines, la compréhension de l'écriture, de l'écrit, de la culture des mathématiques et de la culture scientifique. On évalue, on compare les pays entre eux. La France est arrivée à 26e position tout de même. C'est assez peu glorieux comme position. Voilà, donc... Après, c'est pas la seule enquête qui existe. Il y en a d'autres. Il y a une enquête qui s'appelle Shanghai Spécial Université, c'est ça ? Oui, il y en a d'autres. Il y a l'enquête Shanghai, il y a le Pierce, il y a le Teams, mais des termes barbares, mais tout ça fait pour évaluer. Il y a une évaluation qui concerne les élèves de CM1, par exemple. Pareil, 50 pays, alors c'est grosso modo ceux de l'OCDE un peu plus élargis, qui évaluent 300 000 élèves tous les 3 ans. L'objectif, c'est de leur faire lire des textes courts et voir leur compréhension de la lecture. Et qu'est-ce que dit cette étude au niveau de l'ensemble de ces pays concernés, les 50 pays ? C'est que la compréhension des textes progresse. Alors c'est plutôt heureux, c'est super. Et pourquoi ça progresse ? Ça progresse parce que bien souvent, l'éducation va avec l'absence de faim. Quand on a faim, on n'apprend pas. On ne va pas à l'école. Alors, dans des pays sous-développés, forcément, quand les conditions matérielles s'améliorent, eh bien, on apprend plus facilement. Voilà. Et ça donc, globalement, tous les pays ont progressé. Malheureusement, hélas encore, la France, dans ce classement des 50 pays, elle est 34e. Là, c'est déplorable. 34e. Et pire que ça, c'est qu'on est avec les Pays-Bas, les 2 pays qui, en 15 ans, ont régressé dans la position de ce classement. Voilà. Donc, ainsi va l'éducation, pendant que certains se pavanent sur les Champs-Élysées à nous faire croire que... vous pensez vraiment quand même que le bulletin de santé éducatif, on peut le dire comme ça, est aussi préoccupant que ça, Olivier ? Selon moi, il l'est assurément. Et l'éducation nationale reste encore cette énorme et extrême coûteuse machine, alourdie, qui plus est par un syndicalisme qui se refuse à voir le monde qui avance. L'éducation ne semble plus apte à répondre de façon souple et diversifiée à tous les profils des élèves, les plus intellectuels comme les plus disposés
à se tourner vers des filières pratiques qui seraient enfin regardées avec un œil positif. Il y a des expériences qui sont menées dans le privé, au sein d'entités à taille plus humaine. Ces expériences-là ont montré toute leur pertinence. C'est difficile de les adapter, je l'avoue, au secteur public, mais l'éducation nationale ne semble pas ouverte pour l'entendre de cette oreille. Et au lieu de se réformer en profondeur, elle préfère pointer du doigt l'initiative privée qui fonctionne. Allez, la citation pour terminer cette belle semaine. Alors, pour terminer la semaine, une fois n'est pas coutume, je ne sortirai pas de citation. Oh non! Je vais vous proposer une devinette. Je vous demande un tout petit peu de concentration. Allez, je vais essayer. Mais tout le monde, les sociétaires aussi, monsieur le maire aussi. Allez, on y va. Je vais vous citer des lettres et vous allez me donner le mot qui compose ces lettres. On est prêts? D'accord, on y va. F. On est au chiffre aux lettres, là, c'est Zappy Max et tout ça. E. C'est dans l'ordre? Oui. M. M. E. Femme. Quel est ce mot? Femme. Eh oui. C'est parfait. Et vous l'avez vu où, le mot, le A, pour prononcer femme? Vous l'avez vu où? Ah oui? Vous l'avez vu où? Je ne l'ai pas vu. Et vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas cité en tout cas. Vous comprenez que c'est compliqué avec les femmes. C'est pour ça qu'on les adore. Allez, c'était pas mal. Merci beaucoup Olivier pour ce soir. On se dit à lundi? À lundi. Il y a le maire de Nîmes lundi. Parfait. Merci Jonathan Pire, maire de Colias, d'avoir été avec nous. Merci Abdel pour votre accueil et merci mesdames. Merci aussi à Richard Skiven, merci à Christian Bastide qui était également avec nous. On va remercier nos sociétaires d'avoir été avec nous, Martine et Béatrice. Un bon moment. Merci. Merci. On se dit à toi. très bientôt. Pas sûr que vous soyez avec nous la semaine prochaine. Parce qu'il y a d'autres sociétaires qui vont être là. On va rappeler la rencontre débat, bien évidemment. Samedi, L'eau, pour qui, pourquoi. à Junas, l'eau, pour qui, pourquoi. Samedi 10 juin, à partir de 14h à Junas. Ça se voit que j'aime mes sociétaires quand même. Ouais. Allez, c'est super Béatrice. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du club. On va remercier Nicolas Dambre pour la réalisation de l'émission. On va remercier la rédaction qui m'a aidé à préparer l'émission de ce soir. On va se donner rendez-vous demain, jeudi, à 18h. Notre invité, ça va faire plaisir à Olivier Jalaguier. C'est la bâtonnière de Nîmes, Khadija Aoudja, qui sera sur notre plateau. Nous aurons également des témoins, de nouveaux sociétaires et nos journalistes. Bonne soirée à tous. À demain 18h.